Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à l'ouvrage Regards croisés sur les VARS. Donc les VARS, c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Donc c'est ce livre. Aujourd'hui, on va donc aborder ce sujet à travers deux disciplines, la sociologie et la littérature. Et on verra notamment comment ces deux disciplines peuvent éclairer certains enjeux clés du programme EVARS. Par exemple, celui du consentement, des violences sexistes et sexuelles, mais bien d'autres encore. Et pour en parler aujourd'hui, on est ravis d'être en compagnie de Jennifer Tamas, qui est agrégée de lettres modernes et qui enseigne la littérature française de l'Ancien Régime à Rutgers University aux États-Unis. Elle est l'autrice d'Au nom des femmes, qui est paru au Seuil en 2023. Et ensuite, nous rejoindra Yael Anselem-Mingui, qui est sociologue, chargée de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Elle a contribué à l'enquête La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo, qui est parue aux éditions de la Découverte en 2025. Leur présentation à toutes les deux va durer plus ou moins 30 minutes. Et pendant qu'elles feront leur présentation, vous pourrez bien sûr envoyer vos questions, vos partages, donc soit via l'outil de conversation que certains ont déjà commencé à utiliser, soit via l'outil questions et réponses. Donc ces deux outils sont en haut de votre écran et vous pouvez envoyer à tout moment toutes vos questions et on essaiera de répondre à la fin. Le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible sur notre site dans la rubrique webinaire, donc quand vous êtes connecté sur notre site. Il sera aussi bien sûr sur notre chaîne YouTube. Et je vais laisser la parole à Stéphane Frey, qui est responsable éditorial en sciences chez Belin Éducation et qui va commencer par vous présenter brièvement l'ouvrage. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Caroline. Je suis également très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Jennifer, ainsi qu'Yael Amselem-Mingui qui va nous rejoindre incessamment sous peu. Comme tu l'as dit, Caroline, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, qui est plus connu sous son acronyme EVARS, un programme qui est paru au BO en février dernier et qui est en application de la maternelle au lycée depuis cette rentrée de septembre 2025. Donc effectivement, chacune avec votre regard et avec votre expertise académique, Yael et Jennifer, vous allez nous fournir des données, des idées clés, des analyses qui pourront nourrir le travail de conception des séances EVARS au collège et au lycée. Et ce webinaire s'inscrit dans le contexte de la parution d'un ouvrage chez Belin Éducation. Vous voyez la couverture à l'écran, comme tu l'as dit, Regard croisé sur les VARS, Caroline. Je vais vous en dire quelques mots avant très vite de laisser la parole à Jennifer puis à Yael. Donc, les regards croisés dont il est question sont ceux de nos deux intervenantes d'aujourd'hui et également de trois autres autrices, Lisa Carayon, qui est juriste et maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Paris-Nord, Thème, qui est gynécologue obstétricienne et qui est également directrice fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, et Sylvie Steinberg, qui est historienne et qui est directrice d'études à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales. Alors, 5 autrices, 5 regards, 5 chapitres, dont vous voyez le sommaire à l'écran. Ces différents chapitres vont proposer des éléments de culture générale dont on espère qu'elles vont être utiles à toutes celles et ceux qui vont devoir concevoir des séances EVARS au collège et au lycée. Évidemment, chaque regard a sa spécificité. Par exemple, les études de genre, ça va être plutôt pour le premier chapitre, le chapitre sociaux. Les rappels sur la morphologie et le fonctionnement des appareils génitaux, ça va être plutôt pour le chapitre gynécobiologie de Radha Hatem. Et la production juridique du corps, c'est plutôt pour le chapitre droit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également des thèmes qui sont traités de manière transversale sur plusieurs chapitres. Par exemple, celui des caractéristiques de la sexualité des jeunes, qui est traité dans le chapitre 1 d'un point de vue contemporain et sociologique, et dans le chapitre 4 avec une mise en perspective historique. Et autre exemple, et non des moindres,
le thème des violences sexistes et sexuelles est, lui, traité dans les 5 chapitres de l'ouvrage. Encore un petit mot pour vous dire que dans chacun des chapitres, Sophie Pons, donc, qui est une inspectrice pédagogique régionale et inspectrice d'académie, qui a copiloté une mission éducation à la sexualité dans son académie, a rédigé des encadrés qui permettent de faire le lien entre les données et les analyses présentées et les enjeux du programme EVARS. Encore un mot pour dire que d'autres encadrés vont vous proposer d'approfondir des points qui nous semblent particulièrement importants ou particulièrement complexes. Ce que vous voyez à l'écran, par exemple, comprendre les usages de la pornographie chez les jeunes. Et enfin, un dernier mot pour vous dire que ce livre comporte également des témoignages de terrain, également sous forme d'encadré. Donc, témoignages de terrain, ça veut dire des témoignages qui sont issus de séances avec des collégiennes, collégiens ou des lycéennes, lycéens. Voilà tout ce que je voulais vous dire et je vous laisse la parole, Jennifer. Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je suis très contente d'avoir l'occasion de vous parler depuis les États-Unis. Là, je suis dans mon université, on est 9h30 du matin. Et donc, voilà, alors on m'a demandé, c'est Stéphane, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'occasion d'un webinaire organisé cette fois par l'Éducation nationale l'année dernière, qui m'avait demandé, est-ce que tu peux nous proposer quelque chose pour ce volume qu'on va présenter aux enseignants, aux enseignantes, sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Alors, dès qu'on utilise des acronymes, EVARS, on oublie un petit peu ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu le redire, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la sexualité, on ne va pas seulement parler de sexualité, mais on va parler d'éducation à la vie affective et relationnelle. Et donc, pour beaucoup d'enseignants et d'enseignantes, il y a parfois un petit peu de réticence, c'est-à-dire vous êtes tous pressurés par des programmes, des choses à enseigner, des objectifs, etc. Comment faire la place à quelque chose qui parfois semble très loin de votre discipline? Ce sera intéressant de regarder tout à l'heure d'où vous venez. Et comment on va insérer ces questions d'affect, d'émotion et de sexualité dans un cours de maths ou un cours de physique, même un cours de français. On n'est pas tous identiques par rapport à ces questions. On a des appréhensions, on a aussi des traumatismes, on a aussi parfois l'idée que l'école, c'est justement le lieu où on va s'abstraire un petit peu de tout ça et que c'est un lieu de savoir où on va mettre la vie privée de côté et justement plonger dans la connaissance. Et donc, en y réfléchissant vraiment, et pour rendre accessible cette structure, je me suis penchée sur la question de savoir, parce que je suis littéraire, donc j'ai de la chance quand même de passer ma vie dans les livres, de me poser plusieurs questions. La première, c'était de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette école, surtout votre école en France, puisque moi, je n'y suis plus en fait. Et à chaque fois que je viens en France, je suis émerveillée par ce système de l'éducation nationale qui n'existe pas aux États-Unis et cette chance de pouvoir aller à l'école gratuitement, ça n'a pas toujours été le cas en France. Moi, je suis spécialiste du XVIIe siècle, dans une société où les femmes n'étaient pas éduquées, où les hommes monopolisaient le savoir, où même des très grandes aristocrates, quand vous lisez leurs lettres, vous pleurez tellement il y a des fautes d'orthographe partout parce qu'elles ne sont pas éduquées. Donc, je me suis posé cette question. Vous verrez dans le livre, j'ai construit mon chapitre sur 2 parties. La première partie qui est un petit peu intuitive, c'est-à-dire d'où vient notre école aujourd'hui et justement, quelle est la place de l'émotion dans cette école. Vous voyez, la place de l'émotion, la place de l'affect, la place de la relation. Et peut-être que la première façon de rendre accessible, en fait, cette émotion et cette éducation à la vie affective. Ah non, je ne suis pas encore au 2e slide, Caroline. Peut-être que la première façon de se demander comment je vais rendre ma salle de classe poreuse, en fait, à cette question. Moi, mon idée, c'est que ce n'est pas une séance ou 2 séances dans l'année qui va faire que vous allez être plus sensible à cette question ou que les enfants, les adolescents vont être plus prônes à vous parler. À mon avis, c'est une question de changement de perspective, de changement de climat et une façon de poser un regard sur nous-mêmes, nous les profs,
comment ça se fait qu'on a choisi l'école? Qu'est-ce qui nous a mus, en fait? Dans émotion, ça, vous savez, ça vient de movere en latin, c'est ce qui nous met en mouvement. Et en fait, c'est ça, c'est quand on décide de devenir professeur, encore aujourd'hui, c'est pas un choix neutre, c'est un choix souvent qui vient d'une passion, d'un intérêt, d'une connaissance, et c'est un choix aussi qui a une répercussion sur votre corps, surtout en France, parce que moi, je me rappelle, enfin, j'ai quand même passé tous les concours, CAPES, Agrègue, etc. Et mon mari aussi, il est breton, voilà, je vous le dis. Et sa grande ambition dans la vie, c'était d'être prof en Bretagne. Et puis, très vite, il a compris que il ne pourrait jamais être prof en Bretagne, qu'il faut plein de points pour être prof en Bretagne. Et c'est aussi pour ça qu'il est parti aux États-Unis, c'était de ne pas pouvoir choisir l'endroit où on se met en mouvement. Voilà. Et donc, les émotions, c'est finalement, quand vous êtes devant votre salle de classe, devant vos étudiants, vous avez des gens qui viennent de partout, de plusieurs familles, de plusieurs religions, de plusieurs contextes culturels, et tout à coup, on se retrouve tous ensemble dans la même classe, tous motivés par des affects, des relations différentes, et c'est ça, en fait. On oublie souvent que de la toute petite enfance, et moi, ça avait frappé mes bébés, mes enfants, c'était de se dire, mais maman, mais finalement, la personne avec qui je vais passer le plus de temps, ce sera jamais toi, ce sera ces gens qui nous maternent à l'école maternelle. Hein. Vraiment, cette idée d'école maternelle, c'est quelque chose de encore très, très, très français. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça n'existe pas aux États-Unis ou ailleurs. L'idée qu'on va être là, un relais entre les parents et puis les enfants et élever, enfin, vous voyez, c'est ça le mot élève. Hein. Élève, l'étymologie de élève, c'est qu'on va élever les gens à la connaissance. Et donc, finalement, c'est déjà, quand on se dit « Ah non, mais je ne suis pas capable de faire les varses dans ma salle de classe, je n'ai pas envie de parler de sexualité », la première chose, c'est parlons des émotions, parlons du mouvement, parlons des affects. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu là, vous avez embrassé cette carrière, vous avez décidé de venir passer du temps. Enfin, la salle de classe, en fait, c'est aussi un lieu où on partage le même oxygène, les mêmes paroles, le même espace. On reste très longtemps ensemble, on côtoie l'autre. Et pour beaucoup d'enfants, c'est l'exposition à une première forme de sociabilité qui n'a rien à voir avec la famille, qui n'a rien à voir avec un système de croyances dans lequel ils sont éduqués. Et donc, je pense que c'est ça. Donc, vous verrez dans la première partie du chapitre, je vous donne plusieurs petits textes qui parlent de ce que c'est que l'école. Qu'est-ce qui fait que notre école est devenue l'école que nous avons aujourd'hui? Si vous voulez, l'école n'a pas toujours été telle que nous l'avons aujourd'hui. L'école était déjà pas mixte, elle était interdite aux filles, elle prévoyait des châtiments corporels, elle prévoyait des savoirs différentiels pour les filles et puis les garçons. Donc, vous verrez, je vous ai mis des témoignages aussi de grandes écrivaines comme Marie Scondé, par exemple, qui parle de son chemin sur l'école et comment, quand elle grandit aux Antilles, en Guadeloupe, qu'est-ce qui change quand elle va à Paris et puis qu'est-ce qui change quand elle revient. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui connaît les châtiments corporels? Je vous ai mis du Jules Vallès. Je vous ai mis des petits textes comme ça. Le but étant vraiment de partir de vous-même. Donc, c'est le slide suivant. Caroline, l'émotion et la relation au cœur de l'école, c'est pour ça que j'ai appelé mon chapitre « L'école du sentiment ». Qu'est-ce que vous sentez quand vous allez dans votre salle de classe? Ces sentiments sont tellement riches. Enfin, moi, je suis un petit peu, je vois que les profs font tellement du mieux qu'ils peuvent, qui ne sont pas forcément reconnus, qu'ils embrassent différentes professions à la fois, qui n'est pas juste l'éducation, mais l'idée de tenir ensemble une classe, parfois d'exercer une forme d'autorité. Moi, je suis nulle en autorité. Je ne supporte pas. Par exemple, aux États-Unis, on doit tenir un registre des gens qui ne viennent pas en cours. Moi, je suis à l'université, je trouve ça absurde. Ou faire la morale aux gens. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, par exemple. Donc, prendre d'abord conscience de soi-même. Qu'est-ce qui nous a mus ici et qu'est-ce qu'on peut faire pour créer du lien et éduquer à la vie affective et relationnelle? Comment favoriser des relations au sein de nos élèves dont on voit que parfois tous les opposent, on voit leur animosité, on voit qu'ils se méfient les uns des autres ou au contraire qu'ils s'accueillent, et comment on peut créer ce climat de bienveillance. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, les VARS, ce n'est pas une séance ou deux séances, c'est vraiment une sensibilité à l'émotion qu'on va peut-être
changer une couleur qu'on va donner à son enseignement. Et donc, moi, j'avais réfléchi à ce poème de Jacques Prévert, je ne sais pas, ça c'est encore quelque chose d'extraordinaire en France, c'est que les enfants apprennent des poèmes. Vous voyez, aux États-Unis, ils n'apprennent pas des poèmes. La première fois que j'ai passé une année sabbatique en France, parce que je suis enseignante-chercheuse, donc souvent je vais passer tous les 3 ans un semestre en France et je scolarise mes enfants à l'école française. Et ils étaient rentrés le soir en me disant « Mais maman, c'est bizarre, on doit apprendre par cœur un texte comme ça, à quoi ça sert ?» Et moi, ça m'a beaucoup émue parce que j'ai encore mon cahier de poésie de quand j'étais toute petite, où on apprenait des poèmes, on dessinait, on essayait de faire un lien comme ça entre l'univers des rêves et des dessins d'enfants et puis l'univers de la littérature. Et donc, alors, quand j'étais petite, voilà, c'était le cancre, je ne sais pas si vous l'aviez appris. Et je vous le lis, puis je vous en dis 2 mots, et puis après, on parlera plus précisément de sexualité. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Et donc, je me rappelle quand j'étais petite, enfin moi j'adorais l'école, enfin j'étais la bonne élève, etc. Je trouvais ça très bizarre que notre prof nous fasse l'éloge du mauvais élève, vous voyez. Et cette espèce de façon de penser contre soi et de saluer le geste de résistance de cet enfant qui dit non avec la tête, mais qui dit oui avec le cœur, je trouve que c'est ça qui est beau à l'école, c'est le fait de pouvoir dire à vos étudiants que la relation à l'autre, c'est pouvoir construire le désaccord, venir s'opposer, venir découvrir ce que c'est que d'être ensemble, mais pas pour être tous du même avis, et que l'apprentissage, bah, c'est difficile, que ça, voilà, ça divise, ça crée, vous voyez, on a tous eu des cancres dans nos classes, mais moi, je me rappelle d'un garçon, j'étais en classe de CM2, c'était le roi du stade, il était hyper fort dans la salle, dans la récréation, il jouait au foot merveilleusement, il paraissait tellement avancé, etc. Et dans la salle de classe, il n'arrivait pas à lire. Et ça me faisait pleurer, en fait, qui bute sur les mots comme un enfant, alors qu'en fait, il était tellement vivace et incroyable, et presque avec des ailes dans la cour de récréation. Et je trouve que c'est ce qu'il y a dans ce poème de Prévert, c'est-à-dire que être professeur, c'est accueillir les enfants, les élèves là où ils sont, les prendre sur ce chemin et puis essayer de les amener autre part, mais pas pour se moquer, mais pour essayer de faire ensemble et de s'avouer aussi ses failles. Et on a tous des failles, enfin, sinon ce métier aussi les expose d'une certaine façon. Et y réfléchir personnellement, ça permet aussi peut-être d'entrer en empathie, avec de la compassion, avec ce lien humain qui est le nôtre. En fait, on s'occupe des humains, quoi. Quand on est prof, on s'occupe des humains. Et je voudrais juste vous finir sur une toute petite anecdote avant vraiment d'embrasser la question de la sexualité, qui est un peu plus difficile peut-être à questionner, mais je vous verrai que j'ai des idées pour le faire. Ma sœur, elle est infirmière, vous voyez, et souvent, c'est vrai que moi, mes parents ne voulaient pas que je fasse des lettres, enfin surtout ma mère, en disant ça ne sert à rien, moi je veux que tu fasses des maths, dans la vie c'est la science, on n'a pas fait tout ce chemin pour que tu fasses des lettres. Et en réalité, ce qu'on a vu dans des études de psychologie, c'est que les lettres, ce n'est pas inutile, ou que les humanités, l'histoire, ce qu'on appelle les matières molles. Enfin, vous savez, aux États-Unis, on a STEM, et ça, c'est tellement utile parce que les enfants ou les parents payent beaucoup d'argent pour éduquer leurs enfants. Et ils disent, bah, voilà, les sciences dures, ça, c'est utile, et puis les sciences molles, c'est inutile. Sauf que quand on fait des études de psychiatre, etc., on s'est rendu compte que les connexions neuronales et les bébés mouraient et s'atrophiaient si on ne leur parlait pas. Et on a fait cette expérience d'avoir des nouveau-nés dans une pouponnière à qui on proposait le change, on les habillait, on les nourrissait, on s'occupait d'eux s'ils étaient malades, sans jamais leur parler, ben, ils sont morts. Et donc, en fait, cette expérience-là montre que nous sommes des êtres de langage et quelle que soit la matière que vous enseignez, vous faites honneur au langage, et c'est par le langage que vous faites du lien avec vos étudiants. Donc, ça, c'est une façon déjà de former à la vie affective et relationnelle, de prendre en compte
ces pistes-là. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, chère Caroline? Donc, vous verrez dans cette première partie du chapitre, hein, vous verrez que je pose ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire que éduquer? Comment ça se fait qu'on bénéficie de cette école aujourd'hui? Une école qui est tellement fragile, mais qui est... Enfin, vraiment, hein, à chaque fois que je viens en France, je me dis, mais c'est une utopie sur pattes, quoi. Ça n'existe pas. Vous bénéficiez d'un système, je sais, qui est malade, mais qui a le mérite encore d'exister et qui n'a pas toujours existé. Donc, je fais un petit sur l'histoire de cette école. L'école, c'est aussi le chemin de la séparation. Je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais vous voyez, moi, j'ai toujours la boule au ventre à la rentrée des classes parce que c'est le moment où on quitte la sphère familiale et puis pour les enfants aussi, pour les élèves et même les grands. Hein, je suis à l'université, ils quittent leur pays, ils quittent leur cocon. En fait, c'est le lieu de tous les exils, en fait. On est tous séparés de quelque chose et unis par la salle de classe. C'est le lieu des nouvelles sociabilités. Et l'école, pour moi, c'est vraiment cette terre d'accueil. C'est vraiment, dans tous les pays du monde où je voyage, je me sens chez moi dans une salle de classe et aussi dans une bibliothèque. Mes enfants se moquent toujours de moi en disant « Ah, la bibliothèque, c'est comme la maison ». Et donc, il y a des scènes de rencontres et c'est à l'école qu'on fait les plus belles scènes de rencontres, des rencontres intellectuelles, des rencontres amoureuses, des rencontres amicales, etc. Donc maintenant, je vais vous parler de la sexualité. Je pense que j'ai encore 5-10 minutes. Je ne me rends pas bien compte vu qu'on n'a pas commencé à l'heure. Qu'est-ce que vous diriez, Stéphane? 10 minutes, oui. 10 minutes? D'accord, super. Au moins 10 minutes. 5 minutes, c'est trop court. Ça va dans la deuxième partie, parce que c'est vrai que c'est difficile de parler de sexualité. C'est beaucoup plus facile quand on fait de la littérature, beaucoup plus facile quand on fait de l'histoire ou quand on fait de la biologie. Enfin, il y a des matières qui s'y prêtent plus ou moins bien et ce serait intéressant de savoir d'où vous venez. Et puis, c'est difficile de le faire à tous les âges aussi. Moi, je vois, j'ai 2 petits garçons. Enfin, alors, ma façon de le faire, c'est de faire un détour par les contes de fées, parce que les contes de fées, c'est les lieux de rencontres improbables. Et puis, on peut déplacer des choses, c'est-à-dire on peut dire, tiens, c'est l'histoire d'une grenouille qui va rencontrer un petit garçon et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, les contes de fées, Caroline, le slide suivant, s'il vous plaît. Les contes de fées, c'est aussi les lieux des terreurs, c'est les lieux de l'enfance, et c'est les lieux, en fait, qui sont à la fois familiers et puis sauvages, vous voyez. C'est les lieux où on a tous des souvenirs des contes de fées, petits, enfants, et on en a vaguement des souvenirs au cinéma, et vous voyez, dans les bibliothèques, etc. Donc, dans la deuxième partie du chapitre que je propose hein, dans ce livre, c'est de m'intéresser au consentement sexuel à travers un conte de fées que tout le monde croit très, très, très bien connaître, c'est La Belle et la Bête. Alors, on connaît La Belle et la Bête parce qu'il y a eu la version de Cocteau, il y a eu la version de Disney. Est-ce que vous pouvez montrer le slide suivant, Caroline, s'il vous plaît? Il y a eu la version de Gans. Il y a beaucoup de versions de La Belle et la Bête. Et même en 2017, avant que n'éclate le MeToo Movement depuis les États-Unis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait 2 grands blockbusters que tout le monde allait voir au cinéma. C'était 50 Shades of Grey et c'était Beauty and the Beast version 2017. Et donc, c'était fou parce que dans les deux, c'était un peu le syndrome de Stockholm, plus. Les femmes adorent être ligotées, etc. Et donc, on se dit, oh là là, il était temps que MeToo éclate, puisque si les films que tout le monde va voir, en fait, ça défend le syndrome de Stockholm, il y a peut-être un petit problème. Donc, ça m'a intéressée, en fait, ce décalage, parce que finalement, tout le monde connaît La Belle et la Bête, mais une version de La Belle et la Bête qui a été totalement édulcorée de la version originale écrite par une femme au XVIIIe siècle qui s'appelle Madame de Villeneuve en 1740. Et en fait, qu'est-ce que nous raconte Madame de Villeneuve? Ça n'a rien à voir avec le syndrome de Stockholm. Si vous voulez, il faut se replonger dans l'univers du XVIIIe siècle. Alors, j'imagine que ça fait loin pour beaucoup d'entre vous. Mais l'univers du XVIIIe siècle, c'est l'univers des Lumières, c'est l'univers de la philosophie, c'est l'univers des... On va repenser les droits, on va repenser qu'est-ce que c'est que les Lumières et le consentement éclairé. Et donc, en fait, il faut prendre La Belle et la Bête presque comme un conte philosophique où l'idée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un consentement éclairé? Et ce consentement, qui est un consentement sexuel, merci Caroline, c'est un consentement, en fait, qui est formidable parce que Madame de Villeneuve va le déplier à travers plusieurs niveaux, un petit peu comme
ce qui est préconisé dans les programmes de l'EVARS. Vous voyez, dans les programmes de l'EVARS, il s'agit de savoir comment l'individu s'insère par rapport à sa famille, par rapport à la salle de classe, par rapport au professeur, par rapport à la société. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien la figure de l'oignon. Vous voyez, un oignon, vous épluchez. Plus vous épluchez l'oignon, plus vous rentrez au cœur des problématiques. Vous voyez, et ben, le consentement, c'est pareil. En fait, il n'y a pas une forme de consentement. Il y a le consentement de moi à moi-même. Il y a le consentement de moi à l'autre. Il y a le consentement de moi par rapport à mes parents. Comment? Ah non, j'ai pas fini. Par rapport à mes parents, qu'est-ce qui fait que, par exemple, un choix amoureux ou un choix amical, hein, parce que aux âges de vos étudiants, il y a aussi toute la question des fréquentations. Qu'est-ce qui fait qu'un choix que j'ai, une élection que j'ai, va être adoubée ou non par mes parents, acceptée, etc. Donc j'avais été vraiment, quand j'ai écrit Au nom des femmes, j'avais été vraiment émerveillée par le livre de Vanessa Springora, qui est pas du tout, qui est très subtil, qui est pas du tout didactique, qui est pas du tout normatif, mais qui pose la question de qu'est-ce que c'est que le consentement qui ne se dit pas en fait. Parce que regardez, je vous ai mis la définition du consentement au XVIIe siècle. Je suis spécialiste du XVIIe siècle. C'est le dictionnaire de Furtière qui est une pure merveille. Si on peut feuilleter ce dictionnaire, il est en ligne. Dès le XVIIe siècle, en fait, le consentement, on le définit de façon active ou passive. La façon active, c'est je veux, je reconnais que, je dis que, d'accord? Je consens, donc j'exprime mon accord. Ou alors, je m'abstiens. Et donc, on le définit à la négative. Et consentant celui qui ne s'oppose pas, qui ne dit pas. Et donc, le silence devient une composante du consentement. Et du coup, c'est ça qui est problématique. C'est soit je dis oui, je prononce un oui enthousiaste, soit je ne m'oppose pas. Et ne pas s'opposer, quelque part, c'est accepter. Et là, ça crée justement des tensions, des problématiques, des zones grises que Madame de Villeneuve, au XVIIIe siècle, va essayer de décliner à travers cette histoire de La Belle et la Bête. Donc, c'est le slide suivant, chère Caroline, les différentes strates du consentement. Donc, si vous êtes professeur de français, bah, voilà, je vous invite à faire La Belle et la Bête, c'est très facile. Si vous n'êtes pas professeur de français, c'est plus difficile. Il faudra trouver d'autres parades si on veut parler de ces questions, mais le livre qu'a dirigé Stéphane nous permet justement de trouver des parades en embrassant plusieurs disciplines. Et donc, tout commence dans La Belle et la Bête. Alors, Caroline, c'est le slide suivant. Tout commence par cette question du consentement en pair. Donc, effectivement, si vous vous rappelez, c'est l'histoire d'un père qui va dans un domaine royal et qui cueille une rose pour sa fille. Sauf que, hop, surgit une horrible bête qui lui dit « Oh là 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 là, tu m'as volé ce qu'il y a de plus précieux. Tu viens chez les gens comme ça, tu me voles une fleur, alors que j'adore mes fleurs. Alors, puisque tu m'as volé une fleur contre une femme. Tu vas remplacer cette fleur par l'une de tes filles, n'importe laquelle, pour payer cette fleur. » On est dans une société mercantile, hein. Le père est un marchand. On est dans un système de valeurs aussi où les femmes, à cette époque, sont marchandées, hein. Vous savez, les femmes ne choisissent pas de se marier. Enfin, j'aurais beaucoup à dire sur la société de l'époque, mais cette espèce de pacte entre deux hommes au sujet d'une femme n'a rien d'étonnant, si vous voulez, au XVIIIe siècle. Sauf que Madame de Villeneuve, elle invente un truc. Elle dit, OK, on va faire cet échange, mais je veux que la fille que tu amènes, il a plusieurs filles, il en a 4 ou 8, ça dépend des versions, la fille que tu amènes, elle doit consentir. Je veux que celle de tes filles que tu conduiras vienne ici volontairement ou je n'en veux pas. Tu dois lui montrer que je suis horrible, tu dois lui dire que je suis une horrible bête. C'était la première image de mon slide, hein. Vous avez vu, Madame de Villeneuve, elle imagine une bête avec des griffes, des écailles, une trompe. Elle n'a rien à voir du petit animal chouchou qu'on voit dans Disney. Pas du tout, c'est une bête qui est terrifiante. Et il lui dit, bah voilà, moi je suis un homme terrifiant. Et si une femme veut vivre avec moi, elle doit savoir que je suis terrifiant. Il faut qu'elle vienne. Donc, il y a une espèce de tractation qui se fait de manière tacite entre un père et donc deux figures d'autorité. Hein. Et c'est un peu ce qui se passe à l'école. Vous avez des parents qui envoient leurs enfants à une école avec des professeurs. Il y a des figures d'autorité. On ne demande pas leur avis aux enfants. Donc, et justement, comment va se négocier le rapport à celui qui n'a pas d'autorité? Donc, slide suivant. Cette négociation entre personne qui a l'autorité va devenir ensuite une négociation entre la personne, la jeune fille, et puis la bête.
Et donc, justement, Madame de Villeneuve, elle imagine que dès que la bête voit cette femme, elle lui dit « Oh là là, mais est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va être édulcoré dans les versions de Disney et même la version, les traductions anglaises jusqu'en 2020, ça ne va jamais être marqué « Voulez-vous coucher avec moi ?» Ça va être « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Vous voyez. Et donc, elle lui dit « Voilà, est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Et donc, la jeune fille panique puisqu'elle comprend qu'en fait, elle menace d'être violée. Et puis, au XVIIIe siècle, la nuit de noces est un viol. Enfin, comme je vous l'ai dit, on ne choisit pas avec qui on se marie. Enfin, c'est très compliqué. Et donc, elle tremble, elle tremble. Et la bête lui dit, dites précisément oui ou non. Il n'y a pas de mauvaise réponse, en fait. Tu as le droit de dire oui et tu as le droit de dire non. Et du coup, elle lui dit non. Et elle s'en va. Donc, c'est vraiment... Dans la version de Madame de Villeneuve, hein, c'est une éducation au non. C'est comment une jeune fille peut dire non, a le droit de refuser le sexe. Voyez. Et elle dit, voilà, cette jeune fille dit non. Et donc, tout à coup, l'accord entre le père et la bête est renégocié par la relation entre la fille et la bête. Et c'est une relation d'opposition. Slide suivant. Et donc, c'est tout le conte de Madame de Villeneuve va être de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une jeune femme à cette époque. Hein. C'est une jeune femme qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans. Vous voyez, à cette époque, les jeunes filles étaient mariées très tôt, surtout dans l'aristocratie. Et donc, c'est aussi la question de savoir dire non. Savoir dire oui, parce qu'il y a une pression pour dire oui, mais non seulement savoir dire non, mais rester dans son non, rester dans ses refus. Et on le sait, hein, c'est très difficile de dire non. Enfin, moi, mes enfants, ils sont trop choupinous. J'ai beaucoup de mal à dire non. Et puis, quand j'arrive à dire non, une fois, je suis hyper contente, mais ils reviennent à l'assaut. Il faut redire non. Non, tu n'auras pas de glace ce soir. Non, il ne faut pas de sucre avant de dormir. Non, je sais, c'est super sympa les glaces, mais non, non, non. Eh bien, c'est vraiment cette question que pose Madame de Villeneuve, c'est rester dans son non. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que... Et non seulement moi, je vais rester dans le non, mais que l'autre reçoive mon non et ne s'offusque pas de mes refus. Qu'est-ce qui fait qu'il ne témoignera aucun ressentiment de mes refus et qu'il ne finira pas par me tuer? Donc vraiment, c'est un conte de fées qui est incroyable parce qu'il va vraiment déplier cette question du consentement à toutes les strates. Caroline, le slide suivant. Et y compris à la fin, la strate des parents, parce qu'une fois que les époux vont se choisir, les parents vont devoir ratifier cette union. Je n'ai pas le temps de le développer, mais vous verrez dans le chapitre, c'est très développé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, elle décide de, oui, coucher avec cette bête, sauf qu'en fait, la bête, au sens littéral, va venir se coucher, c'est-à-dire faire dodo auprès de sa maîtresse et ronfler. Il ne va y avoir aucune consommation sexuelle. Donc, Madame de Villeneuve aussi joue sur les attentes, joue aussi sur les exigences de l'homme viril qui doit toujours être dans la séduction, alors qu'en fait, au sens littéral, c'est une bête qui a juste besoin d'une relation, de l'affection, d'un langage et pas besoin de consommation sexuelle. Donc, c'est très, très intéressant parce que finalement, il va s'endormir, il va ronfler et c'est la jeune fille qui va l'embrasser parce qu'il se transforme alors en prince et pendant qu'il dort, elle va le couvrir de baisers. Vous voyez, il y a une inversion vraiment du topos qu'on trouve dans les contes de fées, je ne sais pas si vous pensez à Blanche-Neige, etc. Là, c'est l'homme endormi qui va être embrassé par la jeune fille. Sauf que la jeune fille n'aura pas des baisers assez puissants pour le réveiller. Et ce qui va réveiller l'homme endormi, c'est sa mère qui débarque en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, mon fils ?» Donc, il y a vraiment quelque chose aussi de très drôle sur les rapports vraiment de sexualité, de pouvoir, de reconnaissance, etc. Et ce qu'on apprend à la fin, je vais un peu vite, hein, mais vous lirez dans le chapitre si ça vous intéresse, dans le dernier slide, Caroline. Ouais, tu peux en parler quand même parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, le mauvais sort de la bête. D'accord. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Disney, Disney, en fait, va se fonder sur une version christianisée de Madame de Villeneuve. C'est-à-dire que Madame de Villeneuve, c'est la version originale de 1740. Puis, il y a une autre dame qui s'appelle Madame le Prince de Beaumont qui va christianiser cette version et rendre le conte de fées pédagogique pour des petites filles et christianisé dans le sens où il y a une beauté intérieure, une beauté extérieure. Et voilà, il va falloir négocier les apparences. Et chez Madame le Prince de Beaumont, il y a vraiment cette question de la charité chrétienne. Et donc, on explique comment ça se fait qu'un tellement joli prince devient une horrible bête. Pour Madame le Prince de Beaumont et puis les versions Disney, etc.,
c'est que si ce prince est devenu une bête, c'est qu'il a été mauvais. Il a manqué de charité chrétienne. Vous voyez, il y a une espèce de vieille dame qui avait toqué à la porte, je ne sais pas si vous vous rappelez, un soir de Noël, elle avait froid, il ne l'a pas accueillie parce qu'elle était laide, il ne lui a pas donné de gîte, il ne lui a pas donné de couvert, et pour se venger, elle l'a transformée en horrible bête. Donc, vous voyez, c'est une version chrétienne sur la charité, sur tendre la main, sur l'entraide, sur la richesse, etc. C'est une version chrétienne. Chez Madame de Villeneuve, ça n'a rien à voir. Vraiment, Madame de Villeneuve, c'est la question sexuelle qui est au centre et qui est très belle parce que, en fait, elle nous explique que ce prince était très beau et c'était le fils d'une femme très, très puissante qui était une Amazone. Je ne sais pas si vous connaissez Wonder Woman, vous voyez, c'est une Amazone, c'est-à-dire c'est ces femmes qui n'ont pas besoin d'hommes pour faire la guerre et protéger leur territoire. Sauf que quand même, quand on est une Amazone, c'est difficile de faire la guerre et d'allaiter son enfant et d'éduquer son enfant, etc. Et donc, dans l'idée de Madame de Villeneuve, cette femme amazone va confier son enfant à une fée beaucoup plus âgée qui va jouer le rôle de mère. Et va lui dire, voilà, tu vas t'occuper de mon enfant pendant que moi, je pars à la guerre et que je défends le royaume. On partage les tâches entre femmes. Une sororité, si vous voulez, qui est questionnée chez Madame de Villeneuve. Sororité, ce n'est pas du tout un mot magique. Il y a des rivalités entre femmes, mais il y a aussi de l'entraide. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette femme, cette fée, va élever cet enfant. Et plus cet enfant va grandir, plus elle va le trouver beau, au point de lui proposer de se marier avec elle. Et donc, il y a encore un renversement de perspective où le jeune garçon va être victime, en fait, d'inceste, vous voyez. Et ça, c'est une question qui est omniprésente, en fait, au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que les violences qu'on fait aux enfants, elles sont abordées par les contes de fées. Le petit chaperon rouge, si vous voulez, il y a beaucoup de versions du petit chaperon rouge, où le petit chaperon rouge est un petit garçon qui va être voilà, croqué par un loup. Et donc, le petit garçon qui commence à être adolescent va refuser à cette fée maternante de s'unir avec lui. Et c'est parce qu'il refuse qu'elle va le transformer en bête. Donc sa monstruosité, en fait, c'est une sorte de projection. Je projette chez l'autre ma propre monstruosité, qui est de vouloir coucher avec l'enfant que j'élève, que j'éduque. Et quand on sait, avec la Civise, que dans vos salles de classe, vous voyez au moins 3 enfants sur 10 qui sont incestés, etc., c'est un conte qui nous permet d'aborder ces questions de manière déplacée, de manière hypochoristique, si vous voulez, de manière adoucie, de manière euphémisée. Et c'est très intéressant parce que, pour une fois, ça déplace aussi le curseur, vous voyez, ça pose la question de comment on éduque nos petits garçons aussi. On éduque nos petits garçons à ne pas devenir des prédateurs, mais ils sont aussi source de prédation, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très vite compris quand je suis devenue maman, la façon dont on regarde les petits garçons, il y a quelque chose qui, ici, doit être protégé. Donc voilà, en fait, c'est par la littérature, par les contes qu'on peut aborder ces questions. Alors, c'est plus ou moins facile, je vous ai dit, mais encore une fois, les VAR, c'est une notion qui est très complexe, qui est très touffue, qui nous permet d'aborder, dernier slide, les relations affectives, les relations émotionnelles, les relations à la sexualité, de manière, en fait, diachronique, vous voyez. Et donc, ça nous permet, en fait, d'avancer ensemble, de parler et de mettre en avant, quelque part, les humains que nous sommes. Et c'est ça qui permet de faire du lien, je crois vraiment, sincèrement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rappelle de mes enseignants en classe de CP, CE2. Vous marquez les gens dans leur vie de manière incroyable et vous avez ce pouvoir sur eux. Et voilà, donc c'est bien de réfléchir à la façon dont on exerce le pouvoir sur les enfants et les plus grands aussi. Voilà, je vous remercie et j'ai hâte qu'on puisse discuter. Merci infiniment, Jennifer. Du coup, moi, je vais vous présenter du XVIIe siècle au XXIe siècle, sans passer par chacun des siècles. C'était un peu l'idée, c'était de rentrer par le XVIIe pour arriver ensuite aux pratiques actuelles des jeunes, même si Jennifer en a fait déjà quelques passerelles, quelques points, en permettant de vous apporter en tout cas ce que les données de la sociologie et des grandes enquêtes statistiques faites en sciences sociales vous permettent, ou permettent en tout cas de connaître de ce qu'on sait aujourd'hui de la sexualité des jeunes. Donc, l'idée, c'est de vous proposer, de vous présenter les données pour penser derrière
les séances d'EVARS progressivement. Donc pour ça, je vais m'appuyer sur la slide 2, sur 3 enquêtes, mais surtout sur 2 grandes enquêtes. Mais là, comme ça, vous en avez quelques autres sur la slide. Sur les 2 dernières grandes enquêtes représentatives de la population, l'enquête Envie menée en 2023, publiée en 2025 sur l'entrée dans la vie relationnelle et affective des jeunes de 18 à 29 ans, et qui a été publiée sous la direction de Marie Bergstrom dans un ouvrage qui s'appelle La sexualité qui vient, et l'enquête Contexte de la sexualité en France, qui porte sur les 18-89 ans, et dont l'ouvrage sortira en 2027. Et nous sommes en train de terminer les chapitres dans lesquels il y aura aussi des données sur la jeunesse, mais pas exclusivement et puis des données en évolution, parce que c'est une enquête qui a déjà eu plusieurs phases de reproductibilité. L'idée de vous donner un peu ces outils de la sociologie, c'est que ça permet à la fois aux profs de SES, bien sûr, de pouvoir avoir des éléments, mais bien au-delà des SES, c'est aussi une manière de pouvoir faire des maths, puisqu'on fait de la statistique. C'est une manière aussi d'appréhender les rapports de genre autrement et de donner, en fait, de faire des passerelles disciplinaires, y compris dans les années du collège, et les élèves le font très très bien, et je vais vous montrer très rapidement comment ils et elles le font, et c'est assez sympathique. Je leur montre exactement les mêmes slides. En ce moment, je le montre à plein d'élèves, et je fais des débats avec les élèves en classe, et je leur montre exactement les mêmes slides, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de vous les présenter, pour vous montrer en fait qu'on peut leur présenter exactement les mêmes données, et de réfléchir après ensemble. Alors c'est des séances de 2 heures, là on n'a pas 2 heures, mais de réfléchir ensemble à partir des données, de comment on fait des enquêtes, et puis derrière de qu'est-ce que ça dit aujourd'hui du social. Donc juste pour vous donner un peu des précisions sur l'enquête Envie, sur laquelle je vais beaucoup me poser. L'enquête Envie, elle a été portée, c'est une enquête nationale, même si elle ne touche pas à l'outre-mer pour des raisons économiques, budgétaires. L'enquête Contexte de la sexualité en France, elle prend en compte les différentes outre-mer. Elle porte sur 10 000 jeunes âgés de 18 à 29 ans, et l'objectif, c'est de capter la sexualité au prisme de la jeunesse dans sa dimension relationnelle. Donc pas uniquement dans la sexualité, mais aussi qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait avec qui, à quel moment de sa vie, au moment de l'entrée dans la vie adulte. Donc de capter aussi la diversité des relations intimes contemporaines, de distinguer en fait les types de relations, et de voir comment les choses bougent par rapport à la dernière grande enquête qu'on avait, qui date de 2006, et qui était l'enquête Contexte de la sexualité en France. Donc voilà un tout petit peu d'où on part, et tout ça pour vous montrer déjà un premier graphique qui viendra éventuellement contre les idées reçues, à savoir qu'aujourd'hui, on est plutôt sur, après avoir eu un rapprochement des calendriers entre les hommes et les femmes au fur et à mesure des générations, on est sur une augmentation, un report de l'âge au premier rapport sexuel chez les femmes comme chez les hommes, pour les jeunes les plus jeunes. Donc pour les plus jeunes générations. C'est une tendance qu'on voyait se dessiner déjà en 2014-2018, et qui là se confirme dans les 2 grandes enquêtes. Donc voilà, et typiquement quand je vais présenter cette donnée-là aux lycéennes et aux lycéens, c'est d'une part une satisfaction on arrête de dire n'importe quoi sur la jeunesse, c'est pas forcément toujours pire que l'année d'avant. L'âge, est-ce que c'est une manière de parler de la morale, des valeurs, ou juste d'avoir une photographie statistique? La photographie statistique, elle n'est pas empreinte de morale ni de valeur, mais elle est empreinte juste de données. Et donc, ça permet aussi de faire de la philosophie. Est-ce qu'on est là pour dire le bien ou le mal quand on produit de la statistique, quand on analyse de la statistique? Pas du tout. On est là juste pour décrire la population. On n'est pas là pour émettre des jugements de valeur. Et c'est d'ailleurs ça qui les intéresse dans les séances d'éducation à la sexualité. C'est pas constitue le bien, le mal, ce qui se fait, ce qui se fait pas, excepté quand c'est hors la loi. Mais plutôt, d'un point de vue des sciences sociales, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas en permanence de les voir essayer de se situer. Dans ce graphique-là, ça leur permet surtout de pouvoir situer leurs parents et leurs grands-parents. Et là, quand on leur dit ça, c'est un petit moment assez épique. Donc voilà. Sur la slide suivante, qui est celle où ils ont et elles ont encore plus de choses à dire, elle présente l'âge médian au premier rapport sexuel non forcé, et vous voyez qu'il s'établit à 17,7 ans. À peu près, puisqu'on est à 17,6 ans pour les hommes, à 17,8 ans pour les femmes, et à 18 ans pour les personnes non binaires.
Ce qu'on sait également, c'est que les hommes qui ont achevé leurs études avec un diplôme inférieur au bac sont un peu plus nombreux que les autres à avoir eu un premier rapport avant 18 ans, et ainsi de suite. Et en fait, plus on va être diplômé, plus on va avoir tendance à reporter son premier rapport sexuel. Et du côté des femmes, on va observer des différences du même ordre. Sur le premier baiser, ce graphique qui présente à la fois le premier baiser avec la langue et le premier rapport sexuel, vous avez un âge médian à 15 ans et demi à peu près, ce qui vous permet d'une part de situer et de rappeler aux classes que globalement à la fin du collège, la moitié des personnes n'ont pas encore fait l'expérience du premier baiser avec la langue, et qu'à la fin du lycée, la moitié des personnes n'ont pas encore expérimenté un premier rapport sexuel. Autant vous dire que quand on pose des choses comme ça détend beaucoup les élèves. On leur rappelle que l'âge médian, ce n'est pas un âge normatif, ce n'est pas là où on attend que les gens produisent et fassent leur pratique, mais c'est plutôt ce qu'on observe et qui découpe la population en deux. C'est là où on fait des maths, c'est que souvent je leur dis, au fait, quand on dit l'âge médian à 15,1 ans pour les hommes au premier baiser, c'est quoi déjà l'âge médian? Et là, il y en a qui se plantent et qui parlent de la moyenne, et donc ça nous permet aussi de resituer pourquoi c'est pas la moyenne, pourquoi c'est la médiane, pourquoi on ne peut pas calculer la moyenne, parce que tout le monde n'a pas encore vécu l'événement, et donc on ne peut pas calculer la moyenne. Par contre, on peut calculer la médiane. Donc du coup, voilà, et ça permet de faire un petit peu de maths sans le dire. Et puis souvent, dans la classe, il y a quelqu'un, la semaine dernière, ça m'est arrivé, à Niort, qui a dit « Ah, mais là, en fait, on fait des maths. » Et j'ai dit « Ah, non, on fait de la sociologie, pas de panique. Non, parce que j'aime pas les maths. » Ok, mais là, en fait, tu as très bien compris. Oui, là, j'ai compris. Bon, bah alors, on fait de la sociologie. Très bien. On fait surtout pas des maths, mais malgré tout, tu as capté que c'était exactement ce qu'on faisait en maths. Donc, voilà. Et peut-être que le cours de maths, il sera autrement drôle avec la médiane s'il y a une transposition de la médiane. Ah, c'est celle que vous avez parlé au premier baiser. Donc, si je transfère la médiane du groupe X ou Y dans l'exercice par le premier baiser, ça deviendra intéressant. Donc voilà. Donc en tout cas, ce chiffre-là, il nous permet de montrer d'une part que sur des collégiens et sur des lycéens, quand on fait de l'éducation à la sexualité, on parle à une partie des jeunes qui n'ont pas vécu les événements dont on parle, et donc il ne faut pas partir du présupposé que tout le monde est complètement OK, tout le monde est complètement... Enfin voilà, c'est une pratique qui serait caractéristique des jeunes aujourd'hui, mais plutôt qui serait beaucoup dans l'air du temps, on en parle beaucoup, mais pratiquée par une minorité d'entre elles et eux au collège, pour le premier rapport, vraiment de manière très claire. Ensuite, ce qui ressort quand même beaucoup dans cette enquête, c'est comment les jeunes remettent en question, on va dire, la définition contemporaine de la sexualité. Même si, alors là, c'est ce qu'ils m'ont dit encore la semaine dernière, ils m'ont dit, bon, alors ce qu'on voit d'abord, c'est que tous les jeunes, ils sont d'abord hétérosexuels. Donc ça, voilà, effectivement, on voit que l'hétérosexualité reste la norme, il n'y a pas du tout de remise en question massive de l'hétérosexualité. On est dans une société très hétéronormative, mais par contre, on va voir que dans ces marges, l'hétérosexualité perd du terrain dans les manières de se définir. Est-ce que je me définis hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, homosexuel ou autre, dont les personnes asexuelles ou pas? On va voir que les manières de se définir, elles vont être davantage remises en question par les filles que par les garçons, qui ont été davantage concernés par tout le moment MeToo, qui commence avant 2017, même si on va dire que le moment d'exposition médiatique de MeToo est en 2017-2018. On voit les prémices de MeToo à partir de 2015. Sur le consentement, sur justement la manière différente de se construire, de se définir, et avec une profusion médiatique, notamment sur les réseaux sociaux, de remise en question, questionnement sur l'hétérosexualité, l'hétéronormativité, qui vont être davantage des contenus qui vont être à destination des femmes et regardés par les femmes, et en arrivant sur les algorithmes féminins. Donc voilà, et donc c'est comme ça qu'on va voir qu'il y a des jeunes femmes qui vont se définir davantage bisexuelles qu'avant, davantage pansexuelles, et ainsi de suite. Donc je vais revenir après sur pansexuelles et asexuelles, puisque c'était pas complètement OK la semaine dernière pour les élèves. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça bouge aussi chez les garçons. Non. Caroline, juste la slide d'avant. Ça bouge aussi chez les garçons, mais de manière moins massive, enfin moins importante que chez les filles. Malgré tout, derrière, c'est les manières de se définir. Les manières de se définir, elles ne préjugent pas des sexualités qu'on va avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
on peut se définir bisexuel ou pansexuel ou homosexuel sans avoir forcément expérimenté tel ou tel type de sexualité. C'est des manières de se construire et en tout cas de remettre en question une certaine forme d'hétérosexualité exclusive permanente, notamment dans les âges les plus jeunes. Ça ne prédit pas les pratiques et les rapports et les orientations sexuelles des jeunes pour la suite. Donc voilà, mais en tout cas, il y a cette remise en question-là. Et puis, derrière ça, donc, dans la définition de la pansexualité, c'est un intérêt pour des personnes, quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle. Pour les personnes asexuelles, moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que, parce qu'ils me disent, oui, mais c'est les gens qui n'aiment pas le sexe. C'est un peu rapide, c'est les gens qui ne trouvent pas d'intérêt dans les pratiques sexuelles, mais pour autant qui peuvent avoir beaucoup de ressentis avec tout ce qui est contact physique également, qui ne sont pas du côté des rapports sexuels exclusivement. C'est des personnes qui peuvent aussi avoir un couple, être en famille, fonder une famille, avoir des enfants. Enfin voilà, les personnes asexuelles ne sont pas en dehors de la société. Donc voilà, et c'est pareil qu'en pansexuel, ils disent oui, mais là c'est pour les gens qui peuvent aimer tout, et avec un peu de mauvais esprit, certains disent, mais parce que c'est ce qui circule aussi sur les réseaux, c'est des gens qui peuvent aimer les chiens ou les chaises. Non, c'est pas les gens qui peuvent aimer les chiens ou les chaises. Et ça, typiquement, c'est des formes de rappel au cadre de la séance, c'est des formes de rappel aussi aux discriminations. Ça permet d'aborder aussi les formes de stigmatisation, de disqualification et de discrimination à travers une homogénéisation de la population. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, les données, elles permettent aussi, quand on les présente, de rappeler aux jeunes que si une majorité des jeunes sont hétérosexuels, c'est pas le cas de tout le monde, qu'il est complètement légitime de se questionner sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, sur voilà, sur les manières de se définir, de rappeler que c'est pas parce qu'on se définit comme ci ou comme ça, que c'est parce qu'on a déjà expérimenté qu'on est légitime pour se définir. Et voilà. Un autre des enseignements qui les fait pas mal sourire et qui est toujours intéressant, c'est la slide suivante sur justement, dans l'enquête en vie, on a cherché à capter qu'est-ce qui était dans le couple, qu'est-ce qui était dans les relations très ponctuelles, donc les histoires d'un soir, et puis qu'est-ce qui était en dehors de ces histoires d'un soir et de ces histoires de couple, qui font en fait toute la nouveauté de la jeunesse et de la jeunesse sexuelle contemporaine, à savoir que le couple reste une aspiration collective, mais par contre, il existe beaucoup de manières de vivre sa sexualité avant de se poser en couple. On se posera en couple plus tard, mais avant, on fait des expériences qui ne sont pas exclusivement des plans cul ou des relations sans lendemain. Et donc, on a cherché à leur faire qualifier, ce qui est toujours un truc très, très ambitieux. On a 10 000 personnes qui ont répondu au questionnaire. C'est un questionnaire qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, donc c'est très long. C'est des enquêtes scientifiques très rodées. Et en fait, du coup, quand je leur montre et quand on leur montre avec les collègues tout le panorama des expressions et comment elles ont été remises ensemble, typiquement avec les sex friends, mais aussi de l'autre côté avec les plans cul, mais après avec les amitiés intimes, les amis-mours, les amitiés améliorées, les copains de lit, on leur rappelle que ça date de 2023. Et en fait, souvent, ils vont dire « Ah, mais vous avez oublié ». Et là, ça permet de rajouter des éléments sur le tableau et de rajouter, de dire, bah voilà, en fait, les manières de nommer, est-ce que ça serait plutôt du coup du côté du registre relationnel, du côté plutôt du registre sexuel, voilà, quand vous dites que c'est un kiffeur ou c'est un charreau, mais qu'est-ce quand on sort pendant longtemps avec un charreau ou avec un kiffeur, comment ça se met, et ainsi de suite, et comment ça permet de qualifier un type de relation. Et donc ça permet aussi de pouvoir faire évoluer le vocabulaire, et derrière le vocabulaire, de pouvoir travailler sur les pratiques. Et puis, du coup, d'inclure au maximum tous les types de relations qui sont déjà vécues par les jeunes, et après de pouvoir faire émerger aussi les relations non choisies, puisque là, on est dans la sexualité, en tout cas choisie et qui se passe bien. Ensuite, parce que je pense que quand on fait des séances d'éducation à la sexualité ou qu'on se pose la question de la légitimité en tant qu'enseignante ou enseignant à faire des séances d'éducation à la sexualité, c'est toujours intéressant de se remettre, en tout cas, sur quelles sont les sources d'information des jeunes sur la sexualité. Donc, c'est des choses qu'on a posées dans l'enquête en vie.
et qui montre des éléments à la fois qui viennent alors beaucoup les jeunes ne sont pas du tout étonnés des données, on va le dire comme ça, et ça vient pas mal à contre-courant des idées reçues des adultes. Donc sur la slide suivante, vous voyez que les sources citées par les jeunes en matière d'information sur la sexualité, c'est-à-dire par où ils ont appris des choses sur la sexualité, vous voyez que c'est d'abord par les potes, par les groupes de pairs, par les personnes du même âge. Donc il y a les partenaires à égalité pour les filles et les garçons, avec une légère plus tendance pour les filles, les amis filles, puis viennent les amis garçons. Les filles s'informent un petit peu plus par les filles que les garçons s'informent un peu plus par les garçons que par les filles, même si les amis filles sont plus cités que les amis garçons. J'insiste un peu sur les amis filles, parce que vous allez voir qu'après, dès qu'on a le genre des personnes, vous voyez que les mères sont davantage citées que les pères et que les sœurs sont davantage citées que les frères, par exemple. Et donc derrière, il y a quand même, malgré tout, à penser la place des hommes sur la légitimité à détenir de l'information, à avoir de l'information et à retransmettre de l'information, et donc à les inclure davantage dans les séances d'éducation à la sexualité, puisqu'ils ont une moindre médicalisation de leur corps, un moindre suivi de leur corps à l'adolescence, mais aussi pendant l'enfance et dans les familles. Les familles, qui est-ce qui range le Doliprane et qui est-ce qui sait où est rangé le Doliprane, si on vous demandait à vous, et ben, bien souvent, on demande aux femmes de savoir où est rangé le Doliprane ou combien de kilos il faut mettre dans la pipette quand c'est des nourrissons, parce qu'on ne sait pas bien combien de kilos pèsent l'enfant, alors que les femmes savent toujours répondre à cette question-là. Donc vous voyez la place du groupe de pairs sur les partenaires, les amis filles, les amis garçons, qui arrivent bien en avant l'ensemble du reste des sources d'information. Viennent ensuite les personnels éducatifs ou de santé auxquels vous appartenez, que vous soyez infirmière scolaire, infirmier scolaire, que vous soyez professionnel de la vie scolaire ou que vous soyez enseignante ou enseignant CP ou proviseur principal, vous appartenez à la catégorie personnel éducatif ou de santé. Dans l'enquête, on ne peut pas distinguer les personnels éducatifs, les professionnels éducatifs ou de santé, parce que en fait, dans les tests qu'on a fait, les gens ne faisaient pas forcément la différence entre les deux, et ça nous demandait beaucoup de questions pour distinguer les deux. Et pour nous, ce qui était intéressant, c'était est-ce que c'était des personnes qui étaient en autorité légitime pour donner de l'information. Et donc, ces professionnels arrivent bien avant l'ensemble des autres sources d'information pour les filles que pour les garçons, et bien avant notre fameuse préoccupation nationale, parce qu'elle est très nationale, la préoccupation autour de la pornographie. Donc viennent ensuite les télés, les séries, les films, les réseaux sociaux, quasiment à égalité, les séries, les films et les réseaux sociaux pour les filles comme pour les garçons. On voit très peu de différence entre les deux. Les filles s'informent à chaque fois un peu plus, elles se sentent plus informées, mais c'est aussi parce que les thèmes qui sont abordés dans les séries, les films, sont plus féminins, que ça soit sur elle est tombée enceinte, il faut qu'elle fasse un test de grossesse, elle doit annoncer sa grossesse, et ainsi de suite, que sur les préoccupations masculines à l'adolescence, par exemple. Et sur les réseaux sociaux, si au début des années 2000, on a vu pas mal d'influenceurs ou de producteurs de contenu qui étaient masculins et qui s'emparaient de la vulgarisation sur les données sur la sexualité, qui étaient souvent habillés avec des blouses blanches et tout ça. Je ferai pas de présentation, je citerai personne, mais voilà. On a vu à partir de 2015 arriver les femmes dans les conceptrices de contenu et qui ont complètement dynamisé et revu les contenus, les manières de faire, les manières de penser, de présenter les données sur la sexualité. Tant et si bien qu'on a beaucoup moins d'hommes que de femmes aujourd'hui qui produisent des contenus sur la sexualité, le corps et tout ça. Donc, par les réseaux sociaux, globalement, les femmes, elles vont déclarer davantage de sources d'informations que les hommes, se sentir davantage concernées, excepté sur la pornographie, où là, vous voyez vraiment une différence entre les garçons et les filles qui ont répondu à l'enquête, qui sont âgés de 18 à 29 ans, où les garçons citent bien plus que les femmes la pornographie comme étant une des sources d'information sur la sexualité. Ils la citent aussi en l'absence d'autres sources d'information qui les concernent, mais ils les citent autant que les télés, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas la pornographie avant tout, on n'a pas des jeunes qui citent d'abord la pornographie, mais c'est la pornographie, elle fait partie pour les garçons des sources d'information sur la sexualité qui vont présenter des rapports sexuels, qui vont présenter des corps masculins,
nus, alors que les corps féminins nus, on en a dans beaucoup plus d'espaces sociaux que les corps masculins, notamment dans la publicité, aussi dans les films et tout ça. Il y a toujours un prétexte pour montrer une femme nue. Il y a beaucoup moins de prétextes sociaux pour montrer le corps d'un homme nu dans une série, même quand il s'agit juste parce qu'il fait chaud et que c'est la canicule, d'illustrer la canicule. Donc voilà. Et puis viennent ensuite donc les parents, dont une grande partie de vous est parents. Les parents qui estiment que, enfin pour partie d'entre eux, qui estimeraient que l'éducation à la sexualité est de leur ressort. Et pourtant, quand on interroge les jeunes, on voit bien que les parents ne sont pas les premières sources d'informations sur la sexualité. Moi, il y a quelques temps, j'avais fait une enquête sur les attentes des jeunes en matière d'éducation à la sexualité. J'avais interrogé quelques parents, les parents disant à chaque fois ça devrait être nous qui devrions faire l'éducation à la sexualité, les adolescents disant ouais, ça devrait être les parents, mais c'est gênant, et les parents disant la même chose, mais c'est gênant. Et en fait, cette gênance, on la retrouve là, c'est que les parents ne sont pas des premières sources d'informations sur la sexualité, mais par contre, parmi les parents, quand il y en a qui doivent s'en occuper, c'est les mères qui s'en chargent. Dans l'enquête, ce qu'on observe, c'est que c'est les mères qui s'en chargent, elles s'en en chargent davantage avec l'aîné de la famille, encore plus quand c'est l'aîné, quand l'aîné est une fille. Et ensuite, l'aîné est chargé de passer l'information aux cadets et aux benjamins. On voit bien que les cadets et les benjamins citent bien moins leurs parents comme source d'information que leurs frères et surtout que leurs sœurs. Donc voilà, du côté des pères, autant vous dire qu'il y a un gros décalage entre les pères et les mères comme étant des sources d'informations sur la sexualité. J'insiste un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment une donnée importante sur les revendications des parents ou l'instrumentalisation de la revendication des parents actuellement en France et en fait la réalité de la mobilisation des jeunes en termes de sources d'information. Et puis j'insiste aussi un petit peu sur la pornographie parce que c'est une préoccupation qui est très française. Dans d'autres pays, il y a d'autres préoccupations sur la sexualité, les paniques morales autour de la sexualité des jeunes qui sont davantage tournées... Non, je veux bien que tu repasses à la... Ouais. Qui sont davantage tournées sur typiquement les grossesses à l'adolescence pour retenir qu'une autre panique morale qui est située outre-Atlantique par exemple et qui n'a pas d'équivalent. Enfin voilà, la pornographie n'a pas d'équivalent en termes de préoccupation morale aussi forte qu'en France, dans pas mal d'autres pays. Ah non, on va zapper la slide suivante parce que je ne sais pas pourquoi elle s'est reglissée là. On va... je veux bien qu'on passe tout de suite à la slide d'après. Ouais, voilà. Pour continuer et terminer sur la diversité des sources d'informations sur la sexualité, ce qui me semblait important, c'était que vous puissiez voir à quel point en fait, les personnels éducatifs et de santé sont importants pour les jeunes qui se définissent hétérosexuels, mais plus encore pour les jeunes qui se définissent homosexuels et donc qui sont parfois, et en tout cas à l'adolescence, souvent en difficulté avec leur famille, voire font l'objet de discrimination ou d'injustice ou de violence avec leur père, et c'est, enfin père PAIRS, ou leur père PERES d'ailleurs. Et donc on va voir que plus les hommes, enfin voilà, les hommes qui sont minorités de genre et minorités sexuelles sont citent davantage les personnels éducatifs ou de santé comme étant des sources d'information. Donc appartenir à des sexualités minoritaires, ça fait que aussi on cite davantage les personnels éducatifs ou de santé comme étant des personnes sources d'information sur la sexualité. Ça me semblait relativement important pour vous en tant que professionnel. Ensuite, pour terminer sur ces enjeux-là, puisque moi je fais de la sociologie et donc je travaille pas mal sur les inégalités, ce qu'on voit, c'est que c'est les jeunes les plus favorisés qui citent le plus de sources d'informations différentes. Les jeunes issus c'est sur la slide suivante, mais les jeunes qui sont issus de familles de cadres disent avoir eu plus de 4 sources d'informations différentes contre les jeunes les moins favorisés qui vont citer beaucoup moins de sources d'informations différentes. Et pourtant, ce qu'on va voir, c'est que plus on va citer de sources d'informations différentes, et c'est ça qui est important en fait, plus on va se sentir légitime pour parler avec ses partenaires de contraception, de protection, de mettre en place des choses, de parler du consentement et tout ça. Et donc là, dans ça, l'école a toute sa place pour parler de la sexualité, pour s'emparer des questions autour de la sexualité. C'est une source parmi d'autres, ce n'est pas la source exclusive. L'école
l'école est là pour proposer du débat, l'école est là pour proposer des données scientifiques, l'école, elle n'est pas là pour donner son point de vue. Enfin voilà, on n'attend pas de... Les élèves veulent surtout pas savoir des choses sur votre sexualité, ce qui est souvent redouté par les enseignants. Et s'ils me demandent moi, en fait, ils ne veulent pas savoir, et s'ils le font, c'est par provocation éventuellement, mais ils ne veulent pas avoir la réponse, et ils veulent surtout avoir la réponse de « ça ne te regarde pas ». Ce qui remet aussi le cadre scolaire dans le cadre de la séance. Et il ne manquerait plus qu'on leur réponde sur ce qui nous arrive à nous, que ça les déstabiliserait et ça nous déstabiliserait. Donc c'est vraiment le fait d'avoir eu plusieurs sources d'informations sur la sexualité qui va favoriser la discussion sur la contraception, sur les préservatifs et la négociation des préservatifs, ou encore sur les infections sexuellement transmissibles entre les partenaires. Et ça, vous l'avez sur la slide suivante, et les gaps sont assez forts. Vous avez aussi un écart entre le fait d'en avoir discuté dans le couple et dans la relation suivie. On discute davantage dans sa relation de couple que dans sa relation suivie, puisqu'elle est moins durable, on investit un petit peu moins. Mais malgré tout, c'est toujours les personnes qui ont eu plus d'informations, qui sont les plus dotées et qui vont en parler davantage. Donc il y a vraiment un avantage à sentir, pas une concurrence dans les sources d'information, mais que c'est vraiment l'accumulation de ces sources qui va faire qu'on se sent légitime pour aborder ça dans sa vie intime. Enfin, et pour terminer, l'enquête permet aussi d'avoir des données sur les violences, puisqu'il ne faut pas oublier la question des violences. Aujourd'hui, dans les classes, vous avez près d'un quart des femmes de 18 à 29 ans qui déclarent qu'on a déjà essayé de les forcer ou qu'elles ont déjà été forcées à faire ou à subir des attouchements ou des rapports sexuels une fois ou plusieurs fois au cours de leur vie. Enfin non, ça c'était en 2006, c'était un quart. En 2023, c'est presque la moitié. Vous avez 43% des femmes du même âge, donc de 18 à 29 ans, qui déclarent que quelqu'un les a forcées ou a essayé de les forcer à subir ou à faire des pratiques sexuelles. Donc on voit bien une grosse augmentation du côté des femmes, et c'est une augmentation du côté des hommes également, puisqu'ils étaient 5% en 2006 et qu'ils sont 14% aujourd'hui à déclarer avoir été victimes de violences. Donc voilà, donc vous voyez une explosion des données, une augmentation des déclarations de violence, mais aussi une augmentation des jeunes à des expositions à la violence et aux violences sexuelles. On est dans un contexte depuis les années 2010 d'inacceptation sociale des violences sexuelles d'abord, puis après des violences sexuelles faites aux enfants et des violences faites aux enfants progressivement, qui ont commencé en vrai depuis les années 2000 sur l'inacceptation sociale des violences sexuelles, et qui progressivement, on va voir, permettent de mieux capter, mieux documenter et de mieux décrire et de mieux caractériser des événements de vie qui ont été violents et les documenter comme étant violents. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une société qui serait plus violente aujourd'hui qu'hier, mais ça veut dire qu'on a des personnes qui déclarent davantage avoir été exposées à des violences et déclarent mieux les violences dans les enquêtes. Donc voilà. Enfin, pour terminer sur la légitimité de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, il me semblait important de finir par un état de la littérature scientifique qui vous permette aussi de vous emparer de l'ouvrage qu'on a coécrit toutes les 5 avec sous le haut patronage de Stéphane et de Sophie, sur le fait que finalement l'éducation à la sexualité, elle a des effets tout au long de la vie, parce qu'elle permet pendant la jeunesse de légitimer et d'avoir une reconnaissance sociale de la sexualité des jeunes. Et c'est ça vraiment qui est important derrière, c'est vraiment de faire que la société, elle reconnaisse une légitimité des jeunes à explorer, à se découvrir, à découvrir les autres dans la sexualité, donc à s'interroger, à chercher des informations, à chercher des adultes, à avoir des ressources, des sources, à avoir des lieux qui leur sont considérés comme safe, comme ils ou elles peuvent utiliser comme terme. Donc voilà, ce qu'on observe, c'est que dans les pays où on met en place de l'éducation à la sexualité, les jeunes sont plus enclins à retarder les débuts de l'activité sexuelle. On voit une augmentation de la protection des rapports et un meilleur usage de la contraception. On voit une meilleure dénonciation des violences sexuelles subies, une acceptation sociale des violences sexuelles et sexistes plus forte quand on met en place des séances d'éducation à la sexualité, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée. Et une plus grande acceptation sociale des orientations sexuelles et des identités de genre minoritaires. Enfin, pour aller du côté des pays qui ne mettent pas en place l'éducation à la sexualité, on ne voit pas d'effet bénéfique des programmes qui proposent l'abstinence comme unique option, dédicace à certains États dans lesquels Jennifer vit pas très loin.
Les programmes qui tiennent compte de la question du genre sont substantiellement plus efficaces que ceux qui n'en tiennent pas compte. Et puis enfin, l'impact de l'éducation à la sexualité est maximal quand les programmes ils sont dispensés à l'école, qui sont complétés par l'implication, la participation des parents, mais aussi des enseignantes et des enseignants, quand c'est fait par des associations, par le pôle santé des établissements, et puis par l'ensemble des services axés sur la jeunesse. Donc c'est vraiment une complémentarité, une dynamique sociale, une dynamique d'État qui doit être mise en place et pour lesquelles on espère que ça sera mis en place. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que c'était à peu près clair de cette plongée dans l'éducation à la sexualité. C'était très clair. Merci beaucoup, Yael. Oui, merci beaucoup. Merci. Sandrine qui nous fait remarquer en lien avec ce que tu disais, Yael, qu'effectivement, parce que souvent les détracteurs de l'EVARS négligent ce fait, c'est que les deux lignes rouges dans les séances EVARS, c'est que les intervenants/intervenantes ne parlent pas de leur sexualité et ne demandent pas aux élèves de parler de leur sexualité. Voilà. Tout à fait. Et ben maintenant on peut avoir on a un peu de temps pour des questions-réponses. Moi je vais ouvrir le bal, tiens. Yael, dans tes séances avec les ados, est-ce que l'expression culture du viol sort spontanément? Non, pas du tout. Elle n'est pas comme ça. Elle est plutôt sur est-ce que c'est normal qu'on pense que quand une fille met une mini-jupe, ça veut dire qu'elle a envie? Est-ce que c'est normal qu'on considère qu'une fille qui est seule et qui se promène beaucoup dans le quartier, c'est qu'elle cherche à être rencontrée, c'est qu'elle cherche un garçon? En fait, c'est derrière tout ça qu'il va y avoir la culture du viol, les inégalités de genre, tout ça, mais ils ne vont pas poser d'abord la culture du viol. Ça va être plutôt, on va dire, soit dans des lycées à très fort capital culturel, plutôt en terminale, chez des jeunes qui ont croisé des littératures féministes, soit plutôt à l'université. Mais objectivement, au collège, pas du tout. Ils vont beaucoup interroger au collège sur les limites du viol. Qu'est-ce que c'est qu'un viol? Comment on sait qu'on est OK et pas OK? Et moi, j'ai souvent un exemple qui revient beaucoup dans mes enquêtes et du coup, ça les fait rire parce que ça leur revient aussi souvent. Parce que j'ai 2 garçons dans une même enquête qui m'ont situé la même situation avec des analyses différentes. Avec moi, je sais comment une fille, elle sait qu'elle veut. Si je colle mon genou et qu'elle le laisse, c'est qu'elle veut que j'aille plus loin. Et l'autre qui me dit, si je colle mon genou sur une fille et qu'elle enlève son genou, c'est qu'elle veut que je me rapproche encore un peu plus, que j'aille la conquérir. Et donc, à chaque fois, on travaille beaucoup sur ces 2 exemples en disant, OK, et donc après un genou, comment on fait pour savoir si quelqu'un veut ou pas? Et donc, à la fin de la conclusion du groupe, c'est souvent, en fait, il faudrait qu'on se parle. Ouais, en fait, parce qu'un genou ne dit pas grand-chose, en fait. Un genou n'a pas vachement la parole. Donc, voilà. Mais du coup, là-dessus, il y a plein d'exemples et leur faire partir des exemples, d'exemples qu'on a pu lire dans une fiction et qu'on met, il se passe ça dans telle fiction. Comment ça serait quoi les portes de sortie ou comment on pourrait interpréter? Ça leur parle beaucoup. Ça évite de se dire, et vous? Parce qu'en fait, le « et vous », comme disait je ne sais pas quel collègue, nous, on ne leur demande pas de nous raconter leur vie. Donc, soit ils prennent un copain, une copine, un cousin, une cousine, quelqu'un dans la rue qu'ils ont vu qui a fait ça, soit on utilise des exemples dans les séries, dans K-pop Demon Hunter, mais après, ça veut dire qu'il faut regarder les séries adolescentes. Moi, ce que je conseille à tout le monde par ailleurs, c'est de regarder les séries un petit peu. Merci. On a quelqu'un qui pose une question sur l'aspect légal. Donc, il y a effectivement un chapitre du livre qui est totalement dédié à cette question. Donc, vous aurez des réponses par rapport à définir ce que c'est un outrage, une agression sexuelle, etc. Tout le cadre légal est fouillé dans un chapitre. C'est pas qu'on veut vous inciter à acheter le livre, mais c'est que c'est des définitions qui sont très pointues et pour le coup, moi je me sentirais pas capable de les présenter sans risque d'erreur. Jennifer, comment réagissent vos étudiants, vos étudiantes quand vous leur présentez cette façon, j'allais dire revisiter, mais
revisiter avec de la bonne manière, de lire La Belle et la Bête. Est-ce qu'il y a de la surprise? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a du refus? Alors j'imagine que vous avez plutôt la version outre-Atlantique que la réaction d'étudiants en France, mais comment ça se passe? Bah, en fait, ils sont toujours étonnés à quel point les textes anciens, donc 17e, 18e siècle, sont beaucoup plus novateurs et beaucoup plus modernes que les versions de Disney qui paraissent beaucoup plus rétrogrades. Donc en fait, c'est intéressant parce que plus on va en arrière, plus on regarde le texte et on fouille le texte, plus ils prennent conscience de la richesse d'une littérature qui a été totalement édulcorée dans les divertissements grand public et très simplifiés en fait. Donc c'est très intéressant. On compare beaucoup, on joue sur la comparaison et ça leur permet d'exercer leur jugement critique. Il y a quelqu'un qui parle dans le chat d'un album qui s'appelle Les Pansements Invisibles de Beaulieu. Je connais pas. Ça fait partie des ouvrages. Après, il y a eu, l'avantage pour la France, en tout cas, je ne peux pas parler pour les États-Unis, puis le contexte actuel américain est quand même sportif en termes de production littéraire, on va dire ça comme ça pour rester tranquille. Mais l'avantage de la France, c'est qu'on a une diffusion, une profusion et une diversification des ressources qui peuvent être utiles à être utilisées en classe. Ça peut être des textes, ça peut être des BD, ça peut être des biographies, ça peut être des documentaires, des BD documentaires, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi. On a quand même une diversité Des romans graphiques? Ouais, des romans graphiques, merci. Mais vous en avez aussi dans les mangas, c'est-à-dire que vous avez quand même pas mal de mangas qui sont au taquet. On est sur une génération qui lit beaucoup de mangas, qui permet de travailler aussi, mais bon, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut lire des mangas, mais qui permet de travailler aussi sur les rapports de genre. Vous avez des mangas féministes, vous avez des mangas porn. Vous avez toute une diversité du manga et pour autant on voit bien que la sexualité elle est en lien avec ses pratiques de loisirs, c'est pas un monde en soi en dehors du monde. On va chercher aussi des contenus en fonction de ce qui nous intéresse. Et puis pour aborder les questions, moi je dirais de harcèlement, de viol, de violence et tout ça, vous avez tout un pan de production qui vient d'arriver, qui s'appelle la dark romance, alors plutôt à aborder au lycée, mais qui vous donne des éléments assez pépites, mais à partir de la fin du collège, à partir de la 3e, qui vous permettent quand même d'avoir des éléments très précis pour dire ok, moi j'ai lu un roman sur Wattpad, parce que sur Wattpad vous avez accès à une grosse partie des romans de dark romance qui sont après publiés, et un machin sur comment vous réagissez et qu'est-ce que ça vous... les personnages et qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation, qu'est-ce que ça décrit, qu'est-ce qui est ok ou qu'est-ce qui n'est pas ok dans cette situation. Et puis après, je pense que c'est pas mal de faire attention à une variation des projets éditoriaux sur les orientations sexuelles, sur les identités de genre, sur la question du handicap, sur la question raciale, sur les âges, parce qu'en fait, on a des jeunes qui sont qui se posent plein de questions. Je vais répondre à une question de Guillaume qui nous demande est-ce qu'on a des ressources pédagogiques concrètes à transmettre pour les différents niveaux du collège, etc. Alors, définition, document de loi didactisé, sondage, études, vous en avez un échantillon dans le bouquin Regard croisé sur les VARS. Il y a également évidemment une mine d'informations dans le bouquin que tu as cité, La dernière enquête de Marie Bergstrom. Après ça, situation virtuelle à analyser. Pour le coup, c'est un bouquin, c'est, je dirais, le deuxième étage de la fusée VARS chez Belin Éducation. On est en train d'y travailler et ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Parce que déjà, ce livre-là était très complexe à réaliser, mais on s'adresse seulement à des adultes, vous l'avez compris, on est entre adultes, on vous donne des éléments pour votre culture générale. Là, quand il va s'agir de donner des situations, des documents dont on va vous garantir qu'elles pourront être partagées en séance et VARS, c'est encore plus complexe. Donc il nous faut un petit peu plus de temps, mais l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas vues? Non, alors Il y a
Ah si, vas-y, Caroline. Ouais, il y a une personne qui demandait est-ce que vous passez par un questionnaire que vous donnez aux élèves en amont ou en aval, enfin, avant de leur présenter le sujet, en fait, par exemple autour des chiffres que vous avez présentés ou même plus généralement autour du sujet. Alors moi, je passe jamais par un questionnaire en amont parce que objectivement, je viens dans un établissement, je présente les données, je redisparais très peu de temps après. On va dire c'est la plus-value et l'inconvénient de faire des présentations des données de sociologie, en fait, de faire de l'introduction à la sociologie par la sexualité, qui ne remplace pas du tout les séances d'éducation à la sexualité, hein, c'est plutôt dans des séances de découverte disciplinaire. Donc du coup voilà, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. En amont, en même temps, c'est pas des questionnaires. En fait, quand on a écrit le programme d'éducation à la sexualité, en tout cas le projet de programme, l'idée c'était que ça fasse partie des enseignements comme toutes les éducations A, que la séance elle soit complètement banalisée au sens où c'est une séance qui va avoir lieu dans l'année, mais qui ne soit pas forcément identifiée sur Pronote pour éviter les personnes qui font par hasard poney ce jour-là, ou les parents qui décident que leurs enfants aillent faire du poney ce jour-là. Donc du coup voilà, et puis voilà, donc le questionnaire ça dépend sur quoi il pose. On ne pose pas la question aux élèves de c'était quand ta première fois, ça ne regarde pas la photo de sa classe. Pour ça vous avez les données de sociologie pour vous donner une donnée de la génération, mais pas les données de votre classe. Par contre vous pouvez leur demander c'est quoi les mangas qu'ils préfèrent pour avoir leur pratique culturelle. C'est quoi le clip qu'ils préfèrent en ce moment, c'est quoi la série qu'ils préfèrent, en fait, de manière à aussi pouvoir poser vos enseignements au regard de leur pratique culturelle. Et ça, c'est un petit questionnaire sur Pronote facile à faire ou sur le NT de l'établissement qui permet aussi de savoir, ah bah tiens, les élèves de cette année, ils sont plus au taquet là-dessus, c'est quoi le dernier bouquin qu'ils ont lu de leur choix. C'était une BD, je lis plus de livres, voilà, ou c'était quoi le podcast qu'ils ont déjà entendu. Enfin voilà, ça peut être tous ces trucs-là. Mais moi, en tout cas, je me garderais bien d'aller leur poser des questions en dehors d'un cadre scientifique sur leur pratique ou sur leur représentation. Cadre scientifique qui est celui de tes recherches en sociaux. Voilà. Oui, mais même de recherche en philo, en histoire, enfin voilà. Mais il y a des cadres scientifiques pour aller les questionner. Mais après, ça ne nous empêche pas de leur poser des questions sur est-ce que tu sais où est l'infirmerie ? Est-ce que tu sais si l'infirmière, c'est ouvert le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi? J'en sais rien. Est-ce que tu as déjà été une fois dans ta vie à l'infirmerie du collège? Est-ce que tu as déjà été une fois à l'infirmerie du lycée? Ça, c'est des choses que vous pouvez leur demander, ce qui permet aussi de mieux savoir comment faire connaître aussi les dispositifs qui sont ouverts dans l'établissement. Moi, je fais des questionnaires souvent, mais parce que je les suis. Donc, il y a toute une série de questions qui n'est pas forcément que sur ça, mais il y a un moment, je dis, est-ce qu'il y a certains sujets qui vous mettent mal à l'aise? Est-ce qu'il y a des façons d'aborder les sujets que vous préférez, les discussions, les cours magistraux, et plusieurs questions pour savoir. Et puis, la question aussi de ce qu'ils regardent, les chansons qu'ils écoutent, ce qu'ils pourraient recommander. Donc, partir d'une recommandation de quelqu'un sur un sujet pour venir à la discussion collective, c'est aussi un moyen de partager la parole. Bien. Une dernière question, parce qu'on commence déjà à avoir pas mal de personnes qui sont obligées de partir. Peut-être la question sur Podane. Ah, moi, j'imaginais la question de Guillaume, parce que c'est une nouvelle question de Guillaume sur comment aborder le problème des discours masculinistes. Et en fait, ça rebondit sur une question que j'avais envie de vous poser à toutes les deux, Jennifer et Yael. Il y a eu un sondage Ipsos, donc j'imagine que c'est l'échantillon, c'est en France, assez terrifiant, je trouve, qui disait que chez les jeunes de 14 à 29 ans, 31% pensaient qu'une femme devait obéir à son mari et 21% pensaient qu'une vraie femme ne devait pas prendre l'initiative d'un rapport sexuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je te vois lever les yeux, Yael. C'est que la méthodologie est discutable. Je commence à te connaître. Ouais, non, mais il y a plein de problèmes de méthode dans ce questionnaire sur les questions. C'est intéressant qu'on le sache. En fait. Non, mais en tout cas, c'est pas du tout OK d'un point de vue scientifique. Ça donne, bref, ça dépend de qui a financé le sondage. Bref, il y a plein de. Donc c'est à prendre vraiment avec plus que pincettes. Ouais, il y a plein de biais dans cette enquête. Il faudrait regarder aussi ce que pensent les vieux, parce qu'on a tendance en ce moment à tirer à boulet rouge sur les jeunes, mais c'est pas les plus jeunes les plus sexistes, hein, objectivement. Ils grandissent dans un univers qui est d'abord plus sexiste, avec des présidents de la République
qui s'affiche aussi par très masculiniste pour certains, on va le dire comme ça. Je vois pas à qui tu fais allusion. Non, moi non plus, mais je vois Jennifer qui fait ouais, voilà, je citerai aucun président. Avec des Donc, lunettes du de coup, soleil, voilà. non? Sur la question des discours masculinistes, en fait, je pense qu'il y a un problème plus généralement de discours sur le complotisme, sur la désinformation, et dont, en fait, on va voir que la nébuleuse mascu, elle va être souvent reliée aussi. Je pense que le mieux, c'est sans citer d'abord, mais de prendre des extraits et de faire réagir par rapport à des extraits, en fait. Ok, voilà ce que moi j'ai lu sur Internet. Comment, voilà. Et en fait, de leur proposer des formes de réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette personne-là qui envoie ça et pourquoi on ne répond pas tous la même chose et pourquoi on n'insulte pas la personne parce que ça ne produit rien l'insulte et ainsi de suite. Le Centre régional d'information, prévention, sida, santé, sexualité, le CRIPS, Île-de-France, ouais, ils ont une animathèque. Et dans l'animathèque, il y a pas mal de choses déjà clés en main avec des suggestions, notamment autour de comment on peut faire des extractions de posts qui sont faits sur Internet et d'inciter à discuter autour d'un post et de proposer en tant que modérateur de contenu, qu'est-ce qu'on répondrait en tant que modérateur de contenu. Et en fait, ça permet de déguiser l'esprit critique, de proposer aussi des versions officielles et modérées d'une réponse et donc de les mettre en petits groupes et de les faire, ok, toi, tu es modérateur de ce contenu. Voilà, il y a quelqu'un, quand on voit ça sur un groupe, comment on fait, qu'est-ce qu'on lui répond. Et en fait, c'est beaucoup plus riche et ils sont beaucoup moins tranchés à l'adolescence que passer 20 ans, 25 ans, par exemple. Donc voilà, c'est un des exercices, mais sur l'animathèque, vous avez toute la fiche pédagogique et tout ça, je ne sais plus comment il s'appelle, esprit de modérateur, je ne sais pas quoi. Et on peut très bien le décliner avec, voilà. Ça veut dire qu'il faut aller se frotter aussi au contenu masculin sans en avoir peur. Il faut aller au-delà de genre la représentation et l'idée reçue. Et encore une fois, il faut aller voir ces contenus-là. En fait, c'est comme toutes les ressources, il faut aller les chercher avant d'avoir un avis dessus, quoi. Parce qu'il y a mascu et mascu, il y a des choses qu'on va estimer que c'est mascu et c'est discutable, et des choses qui sont pas que mascu, en fait. C'est souvent masculiniste, raciste, sexiste, validiste et ainsi de suite. Oui, puis quand on est professeur de français, c'est très facile de déconstruire ces discours en montrant l'absence de preuves logiques, les généralités, les modes des insultes. Enfin, on peut vraiment, je pense, déconstruire d'un point de vue lexicographique, syntaxique et logique ces généralisations abusives et montrer tous les biais en fait de langage en faisant des analyses de discours à plusieurs niveaux en fait. Donc, et ça va être pareil pour un prof de PS sur la force, ça va être pareil pour un prof de musique soit sur le clip, soit sur la force de la voix, soit sur... Enfin voilà, il y a quand même énormément de supports artistiques aussi, parce que l'idée c'est que le programme il soit déplié aussi dans les disciplines artistiques par les enseignants en charge des disciplines artistiques. Enfin voilà, c'est tous des discours qui peuvent être contrecarrés et sur lesquels les adolescents, en tout cas, à défaut des adultes, mais en tout cas les adolescents, attendent de la part des institutions aussi des formes de réponse et pas juste on panique et on ne sait pas quoi faire. Enfin voilà, ils reconnaissent l'éducation nationale, ils reconnaissent l'école comme étant un espace d'ouverture, de discussion, d'esprit critique, mais aussi de rappel au cadre en fait. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils poussent parfois les adultes dans leur retranchement. C'est pour se faire rappeler le cadre. Ça fait du bien d'entendre ça, par les temps qui courent. Caroline. Oui. Je sais pas si j'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres. Peut-être juste pour terminer sur la dernière question sur les stéréotypes. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui, dans les séances, on va dire, provoquent sur des stéréotypes genrés, mais qui grandissent dans un univers assez égalitaire, se mettent dans une posture. Tandis que les jeunes qui vont grandir dans un univers social qui est davantage marqué par des inégalités de genre vont être confortés par ces propos-là qu'ils vont retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Et du coup, il y a plus de travail quand les jeunes baignent dans un univers social déjà inégalitaire, quand ils vont retrouver en fait des discours qui viennent conforter et pas contrecarrer. Et c'est là où il y a l'importance de l'école, de produire en tout cas un discours alternatif. De l'importance de l'école. Bien. Dès la maternelle. Ah ouais. Oui. Tu parlais d'une question sur Podane, Caroline.
Oui, il y mais que avait j'avais pas quelqu'un vu. qui demandait, alors c'est peut-être pour Jennifer, si vous aviez travaillé sur Podane et plus largement sur les contes de Perrault. Et c'est vrai que les contes de Perrault, c'est assez intéressant à étudier justement pour ce type de questions et de sujets. C'est souvent beaucoup plus subtil et beaucoup plus ambigu que ce qu'on peut en penser par des adaptations, en fait, quand on les lit vraiment. Bah, oui, oui, non. D'ailleurs, enfin, je viens d'écrire tout un livre à partir d'un seul conte de Perrault qui répond aussi à la question du masculinisme, puisque le livre va sortir à la rentrée, c'est sur Barbe Bleue, et donc sur justement toutes les questions de conjugalité, de violence conjugale, de séduction trouble, de dark romance, comme en avait parlé Yael, puisqu'en fait, la dark romance, ça vient aussi. Il y a une matrice de la dark romance dans ce Barbe Bleue, mais évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que Perrault écrit des contes qui sont très subtils, très complexes, avec des moralités qui sont souvent en décalage avec l'histoire qui est racontée. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que Perrault dialogue avec d'autres femmes qui écrivent exactement à la même époque des contes de fées et qui vivent elles-mêmes des violences conjugales et qui déplacent leurs problèmes personnels à travers un univers du conte. Et donc, il y a des réponses, en fait, entre Perrault et d'autres femmes, comme Madame Dolnois, Madame de Murat et bien d'autres. Ce qui fait que, en fait, la figure de l'époux monstrueux, par exemple, ou d'autres figures, ça permet vraiment de poser la question de l'institution du mariage et des rapports de couple dans la société du XVIIe. Et on voit, quand on fait une analyse un peu diachronique, qu'il y a certaines des questions qui sont posées qui sont toujours d'actualité. Mais merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était en tout cas très très riche. Merci Merci infiniment. beaucoup.